Bienvenue au podcast Jason Rando avec Joe et Lavio, le podcast officiel de passionnés de rando. Nous jasons de tout ce qui vous passionne dans le merveilleux monde de la randonnée. Bonjour les passionnés, bienvenue à Jason Rando. Aujourd'hui et pour une certaine période de temps, mon collègue Jonathan sera absent. D'autres engagements pour lui dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Donc, certains de nos prochains podcasts, dans le fond, seront faits par moi. Donc, voilà pour cette petite parenthèse. Aujourd'hui, de quoi on parle? Bien, c'est une demande de vous, les fans. On nous a demandé de discuter à plusieurs reprises, dans le fond, de sécurité et de qu'est-ce que devrait contenir notre sac de randonnée. Évidemment, à cette période-ci de l'année où bon, le printemps semble vouloir arriver hâtivement cette année, on croise les doigts, c'est le moment parfait et le timing parfait pour parler de ces sujets-là, particulièrement de sécurité. Vous me connaissez, je suis vraiment un adepte de gestion des risques et de sécurité. Donc, j'étais très heureux qu'on nous ait demandé de parler de ça. Donc, vous voyez, je suis entouré d'équipements dont je vais vous parler tout à l'heure. On va commencer par le côté sécurité. Bon, évidemment, on voit tout ce qui se passe sur les médias sociaux, toutes les problématiques de sauvetage, de gens qui sont pas équipés en montagne, d'aventures, mésaventures qui arrivent aux gens sur une base régulière. Donc, c'est vraiment important d'avoir les bons équipements pour pouvoir, dans le fond, naviguer à travers ces mésaventures-là, à travers ces situations-là. Mais à la base, ce qu'on veut, c'est ne pas être dans ce genre de situation-là. Le moins possible à avoir besoin de puiser dans nos ressources d'équipement pour se sortir d'une mauvaise situation. Puis, évidemment, on ne le souhaite pas non plus d'avoir à aider quelqu'un. Si on a à le faire, bien évidemment, si on a les équipements, c'est génial. Puis si on peut être là pour les aider, c'est encore mieux. Mais dans le meilleur des mondes, on aimerait ne pas avoir, nous, à être pris dans ces situations-là et de ne pas avoir non plus à être obligé d'aider les autres non plus. Donc, on va commencer par le côté sécurité. Et ce que moi me tient beaucoup à cœur, ce que j'appelle la gestion des risques. Donc, je m'excuse, j'ai quelques notes. Je vais consulter mes feuilles de temps à autre. Donc, on commence par, dans le fond, c'est quoi la gestion des risques? Parce qu'il y a certaines personnes qui ne sauront pas de quoi on parle quand on parle de gestion des risques. Bien, la gestion des risques, une définition mot pour mot, c'est un processus qui permet d'identifier et d'évaluer les risques en vue d'élaborer un plan visant à minimiser et à maîtriser ces risques et leurs conséquences potentielles. Donc, c'est quoi? Bien, c'est éviter de se mettre dans des situations risquées. Et si, à un moment donné, on vient qu'à s'y retrouver, bien, comment on peut faire pour limiter au minimum ces risques-là? Donc, une question que j'aime poser souvent, parce que j'ai donné des conférences sur la gestion de risque, et la première question, dans le fond, que je pose lors de ces conférences-là, c'est quelle est, selon vous, la plus grande erreur que les gens vont faire en randonnée, duquel découlent toutes les autres erreurs? Je vous laisse une seconde pour y penser, là. Et réfléchissez-y comme il faut. C'est pas un item particulier. C'est quelque chose qui va faire que toutes les autres erreurs découlent de ça. Vous y avez pensé? OK. Je vous donne la bonne réponse. Je serais curieux de savoir qui va avoir la bonne réponse. Eh bien, c'est simplement de penser que rien va nous arriver. À partir du moment où on pense que rien va nous arriver, est-ce qu'on va penser à se préparer au cas où une situation devait se produire? Bien, normalement, non.
Parce qu'on pense que rien va nous arriver. On pense qu'on est invincible, on pense que les accidents, ça arrive rien qu'aux autres, les situations malencontreuses arrivent rien qu'aux autres. Ben ça, c'est la plus grosse erreur que vous pouvez faire. Et de tout ça découlent probablement toutes les autres idées que vous avez eues, qui sont sûrement, elles aussi, de très bons points. Donc, cette croyance-là est une croyance très dangereuse et qui peut potentiellement être mortelle. Donc, il faut éviter d'avoir cet état d'esprit-là. Au contraire, il faut penser que quelque chose va nous arriver, que le pire peut nous arriver et s'y préparer. Donc, c'est complètement l'inverse. Dans le fond, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que beaucoup de gens qui ont cette croyance-là, souvent sont des gens qui ont beaucoup d'expérience. Et il faut faire attention, expérience ne se traduit pas nécessairement par compétence. Donc, il y a des gens qui ont énormément d'expérience, mais qui ne sont pas nécessairement compétents en gestion de risque ou compétents dans d'autres domaines connexes. Donc, il faut faire vraiment attention. Quelques exemples que je pourrais vous donner, si on veut, d'études de cas, mettons, en mauvaise gestion du risque. Dans le fond, faire des défis, par exemple, sur le mont Washington, dans des conditions météo complètement ridicules. Bien, ça, on le voit toutes les années. On l'a vu cette année. Et d'ailleurs, quand on l'a vu cette année, ça nous a donné un cue pour faire un autre podcast sur la responsabilité des influenceurs dans le domaine de la randonnée. Ensuite de ça, randonnée seul avec un enfant en très bas âge ou un bébé naissant sur des randonnées où on est très exposé, donc très loin des longs kilométrages ou sur plusieurs journées. La fameuse tendance de l'ultra léger, mais un peu à l'extrême, où on part avec à peu près rien. Donc, il pourrait avoir là énormément d'exemples. S'aventurer sur des sentiers qui sont fermés. Ça a l'air niaiseux, mais ces sentiers fermés, il y a une raison. Encore une fois, on a eu un exemple de ça sur le sentier des Crêtes cette année au Mont Offord. Donc, les exemples sont là et ils existent. Souvent, une expression que je vais prendre, c'est que, dans le fond, de dire tout va bien tant que ça va bien. Quand ça se met à aller mal, c'est là que ça se met vraiment à aller mal. Puis là, on va questionner nos choix. On va remettre plein de choses en question, mais il est rendu un peu trop tard. Donc, il faut vraiment planifier, comme je le disais, au pire, puis s'y préparer, autant physiquement que mentalement, pour que lorsque cette situation-là, si elle se produit, ben on va faire, ben regarde, il n'y a pas de problème, j'ai tout ce qu'il faut dans mon sac à dos pour dealer avec ça, puis mentalement, j'y ai réfléchi, je me suis préparé, puis je suis prêt. Puis je pense que mentalement, une ou deux des choses auxquelles il faut se préparer le plus, c'est un, que les secours, ça n'arrive pas immédiatement. Je le répète, les secours, c'est pas instantané. Vous parlez dans la plupart des cas de plusieurs heures et vous allez peut-être avoir à passer la nuit en forêt. Donc ça, mentalement, il faut être prêt à ça. Il faut être prêt peut-être à attendre 3 puis 4 heures avant que les secours arrivent. Mais le pire scénario, c'est peut-être avoir à passer peut-être plusieurs nuits en forêt. Donc, mentalement, il faut être prêt à ça. Moi, je fais partie d'une équipe de recherche et sauvetage et depuis les 2 dernières années, je donne un genre de petit cours de survie où les gens, dans le fond, la seule chose qu'ils ont droit d'amener, c'est exactement, précisément le sac qu'ils amènent normalement quand ils vont en randonnée. Et on doit passer la nuit en forêt et ils doivent se débrouiller avec ce qu'ils ont dans leur sac de rando. Je peux vous dire que le sac, la photo du sac avant qu'on ait fait cet exercice-là et celle après,
je peux vous dire que c'est très différent. Il y a beaucoup d'items qui se font rajouter, si on veut, dans les sacs à dos suite à cette formation-là. Quelles sont certaines des erreurs les plus, je dirais, communes qu'on va faire en rando, puis qui pourraient potentiellement être dangereuses, puis j'aime pas prendre le terme mortel, mais oui, dans certaines situations, puis on l'a vu en masse dans les médias, ça peut se rendre jusqu'à une situation mortelle parce qu'à toutes les années, il y a des randonneurs qui décèdent, que ce soit dans les montagnes ou sur les sentiers de randonnée, ici au Québec, dans le sud du Québec, dans le nord des États-Unis, tout ça, pour couvrir un territoire là, qu'on connaît. Donc, il faut faire attention. Une des premières, évidemment, c'est être mal équipé. Donc, pas partir avec les bons équipements. C'est des gens qui partent avec une petite camisole, une petite bouteille d'eau dans les mains, puis avec des sandales puis des crocs pour aller faire le Mont Lafayette. On voit ça malheureusement à toutes les années. Des coureurs en sentier qui partent courir à moins 15 degrés, à 10-15 km dans le bois, avec, pour ainsi dire, à peu près aucun équipement, aucun vêtement de rechange, pas de petite doudoune, rien pour se protéger des éléments. Et on sait que lorsqu'on court, on est en sueur, il nous arrive quelque chose, on est pris pour attendre 2-3 heures dans des vêtements tout tremblent. C'est un autre exemple. Ensuite, pas d'équipement de premiers soins. Ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est incompréhensible que les gens partent en forêt sans un minimum au niveau des équipements de premiers soins. Probablement que le prochain podcast que je vais faire va être dédié exclusivement à la trousse de premiers soins et montrer vraiment aux gens exactement qu'est-ce qu'on devrait avoir dans une trousse de premiers soins. Parce que beaucoup de gens partent, là, puis pour eux, 2-3 Tylenol puis 2 plasters, c'est une trousse de premiers soins. Non. Ça, c'est vraiment pas une trousse de premiers soins. Une trousse de premiers soins, il y a des items minimales à avoir. Puis oui, ça prend un certain espace dans votre sac à dos. Oui, ça a un certain poids. Mais il y a bien d'autres, peut-être, petites choses sur lesquelles vous pourriez sacrifier. Mais on ne sacrifie pas sur les équipements de premier secours et encore moins sur le fait que tout randonneur doit avoir un cours de secourisme de base et je dirais encore bien plus un cours de secourisme en milieu isolé. C'est un minimum. N'importe quel randonneur devrait avoir un cours de secourisme en milieu isolé et avoir au minimum une bonne trousse de premiers soins. Ensuite, se laisser embarquer par le côté compétitif de l'ultra-léger. Donc, les gens qui vont vouloir partir en randonnée avec des sacs à dos, c'est qui a le sac à dos le plus léger. Puis là, on se met à sacrifier sur tous les items minimum pour assurer notre sécurité. On se met à sacrifier sur plein de choses pour sauver des grammes. C'est une tendance qui est très nocive dans le domaine de la randonnée sur les médias sociaux et qui est surtout extrêmement dangereuse. Il y a un Américain qui je vais essayer de vous le traduire en français, mais qui lors d'un podcast, qui est un randonneur de très longue distance, très connu, qui disait « There is ultralight and there is stupid light ». Donc, il y a l'ultra-léger et, dans le fond, l'ultra-léger stupide. Donc, il y a une ligne entre vouloir alléger son équipement, ce qui devrait, dans le fond, être, je dirais, une mission de tout randonneur, d'essayer éventuellement, avec l'expérience, d'alléger son équipement par de l'achat d'équipements plus spécialisés, par se poser des questions, est-ce que j'ai vraiment besoin de ce morceau de vêtement-là? Est-ce que j'ai vraiment besoin de cette pièce d'équipement-là? Mais jamais sans mettre en jeu notre sécurité. Sous-estimer les conditions météo. Ouais, ça, c'en est un gros. Là. C'est vraiment un point très important. Je vous donne un exemple. Est-ce que ça se fait de partir en randonnée
sur une grosse montagne à moins 30 degrés. Oui, ça se fait. Les vêtements existent, tout existe pour nous permettre de randonner à basse température. Cependant, encore une fois, la question qu'il faut se poser, et la petite devise que je vous ai dit tantôt, quand ça va bien, ça va bien. Quand ça va mal, ça va mal. À moins 30, quand il t'arrive rien, si t'es bien habillé, il n'y a pas de problème. Si tu te foules une cheville à 1200 mètres d'altitude dans les montagnes blanches, à moins 30 degrés, tu vas te rendre compte que randonner à ces températures-là, c'est peut-être pas l'idée du siècle. Parce que si, comme je l'ai dit, tu dois attendre les secours par montagne comme ça, tu risques de les attendre 4, 5, 6 heures, peut-être plus, puis tu vas être dans le banc de neige à moins 30 degrés, t'as beau avoir les meilleurs vêtements du monde, quand ils vont te retrouver, tu ne seras pas fort. Même si vous avez plein d'équipements de sécurité et tout ce qu'il faut, enlever une mitaine à moins 30, se découvrir à moins 30, puis si le vent prend là-dedans, on peut atteindre des températures de moins 50 où la peau va geler presque instantanément. Même s'ils ne vendent pas un moins 30 pur, tu ne peux pas rester la peau exposée très longtemps. Donc, il faut se poser des questions sérieuses quand on décide de dire je vais partir randonner dans ces températures-là. Puis là, c'est là souvent que rentre cette espèce là, d'état mental-là où on pense qu'à nous, rien va nous arriver. Ben, dites-vous qu'il y a plein de monde qui se disait la même chose que vous, qui aujourd'hui sont décédés. Fait que c'est un peu raide, là, mais ça reste que c'est ça. Dites-vous que ça arrive rien qu'aux autres, là, ben dites-vous que vous êtes probablement l'autre de quelqu'un. Donc, c'est ça. Fait que tout peut vous arriver, peu importe le niveau d'expérience que vous avez. La météo, c'est vraiment une chose à ne pas prendre au sérieux. Et je parle de moins 30 degrés, mais plus 30, c'est pas super intelligent non plus. Parce qu'à 30-35 degrés, j'ai pu l'expérimenter. Si vous n'avez pas un niveau d'expérience vraiment élevé, que vous n'avez pas déjà dealé avec la haute température et que vous ne réalisez pas la quantité d'eau qu'il faut boire pour être en sécurité dans ces températures-là, ça peut être aussi très dangereux. Donc, on fait attention à ça. Un autre point, la fièvre du sommet. Qu'est-ce qu'est la fièvre du sommet? Je pense que ça le dit un peu. Les gens qui veulent atteindre le sommet à tout prix. J'ai fait 2h30 de route pour me rendre au Mont Washington. Je ne vois plus en avant de moi. C'est dangereux. Mes traces se font quasiment enterrer au fur et à mesure. Où il se met à faire extrêmement froid. Mais je le sais que le sommet n'est pas loin, là, mais je suis pas capable de revirer de bord. Faut absolument que je me rende au sommet. Ben ça, là, ça l'a tué beaucoup de gens et ça l'a mis énormément de gens dans des situations extrêmement dangereuses. Oubliez jamais une chose, la montagne, elle s'en fout de vous. La montagne, elle, là, même si tu arriveras à son sommet, ça ne change rien pour elle. Puis demain, la montagne, elle va être encore là. Quand vous arrivez à un niveau où vous sentez, votre instinct vous dit que votre sécurité commence à être en danger, là, arrêtez d'écouter cette petite voix-là qui vous dit « Je veux absolument me rendre au sommet ». Non, on revire de bord, tu reviendras un autre jour. Ça, c'est quelque chose qu'il faut faire attention. Et l'effet de groupe peut être très nocif dans des conditions comme ça. Parce que si vous êtes 3-4 et qu'il y en a 2 ou 3 dans le groupe qui décident qu'eux continuent, mais que vous savez très bien que ça devient très dangereux, essayez de les convaincre de retourner de bord, de retourner. Et s'ils ne veulent pas, ben je suis désolé, mais vous devriez rebrousser chemin et laissez-vous pas embarquer là-dedans parce que vous pouvez peut-être potentiellement devenir une victime. Puis tant mieux s'ils finissent par atteindre le sommet pareil puis tout.
Mais le but, c'est vous, allez pas vous mettre dans une situation où vous êtes mal à l'aise. Si vous commencez à être mal à l'aise dans une situation, ben c'est signe qu'il y a une problématique et que vous avez atteint le niveau de risque avec lequel vous êtes confortable. Et ça fait partie aussi de la gestion de risque. C'est d'analyser chacun des facteurs d'une randonnée. Et il y a un certain niveau de risque dans chacun de ces facteurs-là. Et ce qu'on veut, c'est garder tous ces facteurs-là au niveau minimum. Il peut y en avoir un une fois de temps en temps qui va être à moyen, tu sais, tout ça. Puis, à un moment donné, il peut y en avoir un qui est élevé. Mais on a tout managé autour pour vraiment réduire au minimum, même si cet item-là est un peu élevé, et qu'on sait qu'à un moment donné, on va atteindre le niveau où on va se dire, bon, ben OK, dans ma gestion de risque, là, je suis plus mon plan de match. Là, je suis rendu moyen puis élevé à trop d'endroits. Ça suit plus mon plan. Ben, à ce moment-là, là, il faut abandonner, il faut rebrousser chemin, c'est important. Ensuite, ben bon, le manque de nourriture et d'eau, c'est sûr et certain que ça, c'est une autre chose avec laquelle il faut être très prudent. Moi, je dis qu'il faut toujours avoir de la nourriture pour la journée et peut-être même pour une autre journée. Fait que quand je fais une randonnée, moi, d'une journée, j'ai toujours des snacks puis des collations pour beaucoup plus que la journée que j'ai à faire. Donc, si à un moment donné, je me perds, il m'arrive quelque chose, je suis obligé de passer la nuit dans le bois, ben, dans le fond, je vais avoir plus de nourriture. Et l'eau, c'est la même chose. Avoir toujours un minimum en tout temps de 2 litres d'eau avec soi. Ça, moi, c'est une règle d'or, que ce soit de la randonnée sur plusieurs jours, une randonnée d'une journée. Toujours avoir un 2 litres d'eau sur soi, c'est hyper important. Et ce qu'il faut pour pouvoir aussi, si on se met à manquer d'eau, avoir ce qu'il faut pour toujours être capable de se débrouiller. Donc, des petites pastilles pour purifier l'eau. Moi, j'aime bien aussi une gourde avec un système de filtration, comme la gourde Be Free, qui est moi mon item favori. Là, je ne l'ai pas dans mes choses ici, mais c'est une gourde avec un filtre là, qu'on peut se procurer à peu près n'importe où. On met l'eau là-dedans et ça filtre là, vraiment directement. Donc ça, c'est très important. Finalement, je dirais surestimer ses capacités. Donc, il faut faire attention à ne pas pousser trop fort, trop rapidement. Si on est habitué à faire des randonnées d'une dizaine de kilomètres dans une journée avec 500 mètres de dénivelé, on ne devrait pas monter à 20 km, 1000 mètres de dénivelé en une fois. Ayez toujours une certaine progression dans l'augmentation du calibre de vos randonnées. Je suis habitué, j'ai fait 1 ou 2 fois une randonnée sur une journée ou deux, puis là, je me dis, je vais partir, puis je vais aller faire 1 mois de randonnée en autonomie complète. Ben, peut-être pas, là. Il y a une certaine progression à faire. Peut-être dire, je vais partir une semaine puis sur un sentier où je suis pas trop à risque. Donc, que je peux sortir facilement, tout ça. Donc, il y a vraiment une progression là, qui peut se faire à ce niveau-là. Ça, on pourrait en parler vraiment très longtemps. On pourrait faire juste un podcast complet là-dessus, ce qu'on a déjà fait. Si vous regardez dans notre liste de podcasts, on a vraiment un podcast qui a été dédié à un moment donné sur la gestion de risque. Vous pourrez le regarder. 3 éléments clés qui me mettent vraiment en mode de gestion des risques. Dans le fond, c'est 3 choses que moi, questions ou petites choses que je garde en tête. La première et la plus importante selon moi, c'est si je dois dormir sur la montagne, est-ce que je suis prêt? Donc, est-ce que j'ai les équipements et tout ce qu'il me faut dans mon sac à dos pour que si je suis obligé de passer la nuit sur la montagne, que ce soit en hiver, en printemps, été, automne, est-ce que je suis prêt? Bien, moi, mon sac à dos, il y a une base d'équipement dedans. La seule chose qui me reste à ajouter, c'est ma nourriture, mon eau, puis peut-être une pièce ou 2 de vêtements supplémentaires, mais le reste de mon sac à dos est toujours prêt. Et moi, cette réponse-là, c'est toujours oui. Moi, n'importe quand je suis obligé de passer une nuit sur la montagne, honnêtement, j'ai aucune nervosité là, avec ça. Et ça devrait être éventuellement ce vers quoi vous devriez tendre en tant que randonneur.
Ensuite, ben, une devise que j'ai traduite de l'anglais qui vient d'un monsieur de plein air très, très connu, un monsieur de montagne très connu qui s'appelle Ed Viesturs, qui disait « Le sommet est une option, revenir est une obligation ». Donc ça, c'est quelque chose que vous devriez toujours vous poser comme question. Et quand je parlais tantôt de la fièvre du sommet et lorsqu'on sort un peu de notre partie gestion de risque, ben ça, il faut vraiment garder ça en tête. Et la dernière, ben c'est ce que je vous disais tantôt aussi. On dit en anglais « plan for the worst, hope for the best ». Donc, on planifie pour le pire et on espère pour le mieux. Donc, voici les petits conseils. Je veux pas m'étendre plus longuement que ça. Je pense que c'est vraiment une bonne base en ce qui concerne la sécurité. Là, maintenant, ce que je veux faire, c'est vous montrer ce que moi, j'ai dans mon sac à dos. Là, je vous le dis en partant, il y en a plein qui vont me dire « T'as bien trop de choses dans ton sac à dos. » C'est votre opinion. Moi, je vous dis que non. Moi, je vous dis que j'ai vraiment tout ce qu'il faut pour vraiment assurer ma sécurité, assurer la sécurité des autres. Quand je vais guider des gens, je vais avoir encore plus probablement que ça. Il y a des items là-dedans, je vais commencer par vous montrer la base selon moi et ensuite les items que moi je rajoute vraiment en supplément, que je vais avoir des fois qui vont varier un peu avec les saisons, mais que moi je vais quand même avoir toujours en permanence. Puis là, je parle de mon sac à dos de randonnée de jour. Lorsque je pars en expédition, il y a des choses que naturellement je vais avoir, mais il y a des choses que je vais peut-être passer en mode là où je vais avoir des choses un peu plus performantes, peut-être un petit peu plus légères que je vais amener avec moi parce qu'on ne peut pas partir non plus avec un sac à dos de 45 livres sur le dos. Donc, j'y vais. Je commence avec la portion vêtements. Donc, évidemment, moi, les choses qui peuvent varier un peu en fonction de la saison. Bon, là, comme là, on est en saison encore hivernale, j'ai toujours un chandail de rechange. Que ce soit un chandail à manches longues ou à manches courtes, dépendant de la saison. Mais moi, je sue énormément. Donc, j'ai toujours un chandail sec que souvent, quand j'arrive en haut de la montagne, je suis beaucoup. Souvent, je vais le changer avant de redescendre. Ensuite, ben l'hiver, la fameuse doudoune, parce que moi, ça, je garde toujours ça en cas d'urgence ou quand j'arrive au sommet pour me garder au chaud parce que je suis pas capable de mettre ça lorsque je randonne. J'ai beaucoup trop chaud. Fait que souvent, je vais avoir ma laine polaire avec un mérino dessous. Puis souvent, pour moi, même à basse température, c'est amplement suffisant. Donc, dans le fond, le but, avoir là, les pièces de vêtements qu'on a besoin. Pour les urgences, vraiment pour les urgences, ce que je garde en supplément, dans le fond, dans mon sac à dos, c'est une petite paire de bas de laine et une paire de bas réguliers. Donc, je peux mettre un ou l'autre et les combiner au besoin. Et comme vous voyez, là, ça, c'est merveilleux. Si vous avez une selleuse à la maison, moi, je prends ça et je scelle ça sous vide. Donc, ça prend plus de place du tout. Ça s'insère très bien dans une pochette intérieure de sac à dos et ça va rester sec et protégé entièrement des éléments. Et ensuite, ben, j'ai aussi un autre petit kit ici qui est, dans le fond, un autre chandail comme celui-là à manches longues. J'ai un petit boff ici de rechange, une petite tuque mince et une toute petite paire de gants. Tout ça, évidemment, est en cas d'urgence. Je vous donne un cas où tout ça ici pourrait être utile. Si je tombe à l'eau avec mon sac à dos, ma doudoune va être mouillée, la totalité de mes vêtements vont être mouillés. Donc, le fait d'avoir des bas de rechange,
chandail de rechange, tuque et tout ce qu'il faut de rechange. Puis même que je voudrais que je pourrais rajouter là-dedans, là, pour être à la limite une petite paire de pantalons là, très, très légers que je pourrais rajouter là-dedans ou une paire de combines ou quelque chose que je pourrais même rajouter là-dedans. Mais moi, dans mon sac, j'ai en plus de ça toujours mon bas de pantalon coupe-vent et mon haut. Donc, mon haut et mon bas coupe-vent. Donc ça, très, très important d'avoir ça pour se couper du vent, de la pluie, des intempéries. Donc ça, ben, même si ça a été mouillé, ça se secoue, l'eau va perler et après ça, ben, je vais pouvoir mettre ça par-dessus tout ça. Donc, je peux vraiment me protéger dans une situation comme ça. Puis comme je dis, ben, scellé sous vide, ça prend vraiment pas de place. Ensuite, ben bon, en mode hiver, j'ai toujours, pour quand j'arrive au sommet de la montagne, s'ils vendent vraiment beaucoup, j'ai une belle cagoule ici. Puis je vous recommande une cagoule avec un petit trou ici pour respirer. Ça, c'est vraiment génial. Puis je vais vous expliquer tantôt pourquoi ça ici avec le petit nez, le petit chose pour respirer au niveau de la bouche, c'est génial. Vous allez comprendre rapidement tantôt. Je me traîne aussi une tuque très, très chaude. Lorsque j'arrive au sommet ou si les températures chutent de façon inattendue. Parce que moi, normalement, j'ai juste une petite tuque là, relativement mince. Et évidemment, les grosses mufles de montagne pour les basses températures ou si justement à un moment donné il m'arrive quelque chose, j'ai vraiment besoin de me garder les mains très très au chaud. Il y a des compagnies qui vendent des mufles comme ça. Ça, c'est des mufles moins 30 et je vous garantis qu'elles marchent très bien à moins 30. Je les ai essayées. Par contre, des mufles comme ça, si vous achetez ça d'une grande marque, vous allez payer un prix de fou. Ça peut coûter jusqu'à 180, 200, même plus dollars. Ça, c'est les mufles de la compagnie Simon de chez Decathlon. J'ai payé ça 60 dollars. J'ai un ami qui a fait l'Aconcagua avec ça. Regardez, ça donne rien de payer un prix de fou. Vous pouvez avoir ça pour 3 fois moins cher et ça fait le travail et je vous conseille vraiment d'avoir ça. Ensuite, bon, je vais essayer de pas trop m'avancer pour que vous me perdiez dans le champ de vision. Mais maintenant, on va parler des autres items que moi, je garde dans mon sac. Bon, évidemment, on parlait de l'eau ici. D'ailleurs, je vais en prendre une petite gorgée. Je commence à avoir un petit peu la gorge sèche. Voilà. Et moi, ce que je fais, bien évidemment, bon, l'hiver, j'ai toujours une gourde de type thermos. Je mets de l'eau tiède dedans. Celle-là, je vais mettre de l'eau très chaude et je vais la garder dans mon sac à dos. Donc, même s'il fait froid, elle devrait rester normalement, ne pas devenir trop froide pendant la journée. Et une des deux, je mets toujours des électrolytes dedans parce qu'évidemment, comme je vous disais, bon, ben, je vais suer beaucoup. Ensuite, bien évidemment, la lampe frontale. Et là, pas une lampe frontale de Canadian Tire ou une affaire cheap de Dollarama, là. Achetez-vous vraiment une très, très bonne lampe frontale, de quoi qui fonctionne bien. Et rechargez les batteries, surtout si vous êtes allé au froid, rechargez-la à chaque fois que vous revenez à la maison, parce que ça, vous pouvez vous faire prendre les culottes à terre, parce que quand c'est au froid, la batterie va avoir tendance à se décharger, donc c'est très important. Fait que même si, mettons, vous allez en randonnée d'une journée et que les températures sont quand même assez basses, au lieu de la laisser dans votre sac à dos, mettez-la dans une poche intérieure de manteau, un endroit où ça va être chaud pour garder là, la batterie fonctionnelle. Ensuite, item de sécurité extrêmement important que tous les randonneurs, à un moment donné, devraient investir là-dedans, une balise d'urgence. Moi, je recommande beaucoup tout ce qui s'appelle Garmin. Moi, j'ai un Garmin Messenger, je l'adore. C'est presque indestructible. On peut échapper ça rebondit à terre, ça résiste aux chocs, aux impacts. Il y a aussi le Garmin Mini que j'aime beaucoup, mais il y a d'autres compagnies, il y a Zoleo, tout ça. Téléphone cellulaire, ne vous fiez pas à ça à aucun moment. Moi, je n'aime pas les gens qui disent « je vais me servir de mon téléphone comme balise ». Là, il y a les fameux Apple avec le système satellite
moi, honnêtement, je ne crois pas à la fiabilité de ça. Et un téléphone, pour l'avoir expérimenté, vous échappez ça à terre, ça brise instantanément, presque. À moins que vous ayez un case blindé. Puis encore là, moi, j'avais un case blindé en Corse. J'ai échappé le téléphone sur l'écran et ça a été fini. Puis sachant d'ailleurs que les Apple, les écrans, c'est fragile comme de la peau de pète, comme dirait ma mère. Je suis pas certain que c'est le meilleur move d'utiliser un téléphone cellulaire. Allez-y vraiment avec une balise d'urgence. Si vous arrive quelque chose, vous appuyez sur le bouton, puis vous avez évidemment là une connexion directement avec les services d'urgence. Ensuite, papier de toilette. Ben oui, quand on a envie d'aller aux toilettes, dans le bois, il n'y a pas des toilettes accrochées après les arbres. Ça prend du papier de toilette. Et ça, avec ça, ce qui est le fun, on peut se servir de ça aussi pour allumer un feu très facilement. Je le mets dans un ziploc parce que s'il mouille et tout ça, puis que votre papier de toilette devient tout mouillé, c'est pas vraiment très, très pratique. Ensuite de ça, un couteau ou un outil qu'on appelle un multi-outil. Moi, c'est sûr que lui, je l'ai eu en cadeau. C'est un Leatherman. Ça, c'est vraiment pas donné, là, mais il y a des modèles vraiment là, hyper intéressants qui existent sur le marché. Moi, je vous le recommande. Là, c'est quelque chose de vraiment, vraiment génial pour vous sortir d'un paquet de situations. Là. Il y a des scies après ça. Là, on peut couper des branches, des petits arbres et tout ça. Donc, très pratique. Ou n'importe quel, à la limite, avoir au minimum un petit couteau de poche. Quelque chose pour faire un feu. Bon, ici, moi, j'ai des allumettes, qui appellent ça j'ai pris ça sur Amazon, là, des allumettes anti-vent. Donc, dans le fond, le petit bout qui brûle vraiment fort sur l'allumette est quasiment long comme ça. Là. C'est pratique, mais ça reste que les allumettes, c'est pas fiable à 100%. Moi, ce que j'ai toujours, c'est ce qu'on appelle un flint. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est dans le fond, moi, je le prends, savez-vous où? Je prends ça au Dollarama parce que ça coûte beaucoup moins cher que n'importe où ailleurs. Et moi, ce que j'aime, c'est que c'est un bloc de magnésium qu'on va gratter. Ça va faire une petite poudre qui est extrêmement inflammable et qui va dégager une quantité incroyable d'énergie très, très rapidement lorsque on envoie des étincelles dessus. Puis même avec juste les étincelles, évidemment, on peut allumer du papier de toilette, on peut allumer de l'écorce et tout ça. Et ça, que ça soit mouillé, tout ça, ça va toujours fonctionner. S'il y a du vent, ça va fonctionner. Moi, quand je pars en randonnée longue distance, maintenant, je traîne même plus d'allumettes, je ne traîne que ça. J'allume mon brûleur avec ça, étincelle, ça allume. Donc ça, je recommande très fortement. Ensuite, des petits items, des tie wraps, donc des zip ties, des attaches rapides. Moi, j'en garde toujours plusieurs. Là, ça, j'en sors une, mais j'en ai comme une dizaine dans mon sac à dos. On peut faire une tonne de réparations avec ça. Ensuite, il y a le fameux duct tape, donc le tape gris. Moi, honnêtement, il y a beaucoup de gens qui disent enroulez ça autour de vos bâtons de rando. Par expérience, je vous dis, très mauvaise idée. Moi, je vous dis, prenez un bout de carton et enroulez ça sur un bout de carton et mettez ça dans votre sac à dos. Pourquoi? Parce que sous votre bâton, c'est soumis à toutes les températures, c'est soumis à l'usure, c'est soumis aux éléments. Et quand vous venez pour enlever ça sur votre bâton, le 3/4 du temps, ce qui arrive, c'est que tout le fameux duct tape se délamine, il va tout déchirer. Et au moment où vous allez vouloir vous en servir, ben, ça va servir absolument à rien. Donc, beaucoup mieux de mettre ça sur un petit bout de carton, roulez ça, mettez ça dans une pochette de votre sac à dos. Balise d'urgence, application d'orientation sur votre téléphone cellulaire, très important. Mais il n'y a rien de mieux qu'une bonne vieille boussole. Et évidemment, savoir comment s'en servir.
Moi, là-dedans, ce que je rajoute aussi, c'est un petit pad avec un crayon pour pouvoir laisser des notes, prendre des notes, un petit message, n'importe quoi en cas d'urgence. La boussole, ben, un minimum, faut savoir comment s'en servir. Savoir comment, au minimum, comment se retrouver, comment être capable de faire un azimut, comment être capable de naviguer un peu avec ça. C'est vraiment important pour tout randonneur qui randonne sur une base régulière. Ensuite, les hot shots pour les pieds, pour les mains. Ça, moi, je garde ça en toute saison. C'est toujours dans mon sac à dos, très, très, très important. Tantôt, on a parlé de la nourriture, les snacks, évidemment, beaucoup plus que ça. Couverture d'urgence. Évidemment, ça aussi, c'est extrêmement important. Ce que vous voyez ici, ça s'appelle un Emergency BV. Les petites couvertures thermales, couverture, là, j'aime. Il y a beaucoup de choses que je me procure au Dollarama, tout ça, parce que c'est pas cher. Mais toutes les espèces de petites couvertures thermales qui se vendent sur le marché actuellement, je dirais pour la plupart, sont beaucoup trop fragiles et sont beaucoup trop petites. Moi, ce que je vous recommande, si vous voulez vraiment vous aider en situation de survie, c'est qu'un Emergency BV, ce que c'est pas compliqué. C'est vraiment une couverture thermique très résistante, mais qui est fait comme un sac de couchage. Donc, vous pouvez vraiment vous rentrer à l'intérieur. Et pour l'avoir expérimenté à quelques reprises, à passer des nuits en survie et tout ça, dont certaines nuits à moins de 0 degré dans un abri maison, je peux vous dire que c'est chaud au point à un moment donné que j'étais habillé là-dedans et qu'il a fallu que je la baisse puis que je l'ouvre parce que je transpirais à l'intérieur, parce que ça, il faut faire attention, ça respire pas. Mais c'est extrêmement efficace. Donc, moi, ça, je vous recommande beaucoup plus ça. Amazon, ça coûte une pinotte. Ça, c'est très pratique. Ensuite, 2 sacs de plastique. Pourquoi les sacs de plastique? Parce que si, à un moment donné, particulièrement à ce temps-ci de l'année, vous mettez les pieds dans l'eau et que l'eau rentre dans vos bottes et que vous mouillez vos bottes, vous êtes dans le milieu d'une randonnée, n'importe quoi, ben ça peut devenir une situation très urgente au niveau des engelures aux pieds, puis peut-être même de l'hypothermie. Ce qu'il faut faire dans un cas comme ça, c'est vraiment enlever ses bas, remplacer par des bas secs, bien évidemment, si on en a. Prendre peut-être à la limite du papier de toilette, si on a une petite couverture ou n'importe quoi, une pièce de vêtement qu'on n'aura pas de besoin, qu'on va vider les bottes, rentrer ça à l'intérieur des bottes pour s'assurer que ça vient absorber le maximum d'humidité. Et ensuite, ce qu'on se fait, c'est qu'on va mettre les bas secs sur nos pieds. Et on va mettre notre pied à l'intérieur d'un sac de plastique et on va mettre notre pied à l'intérieur de la botte. Par expérience, parce que c'est arrivé à des amis à moi, avec moi lors d'une rando, et je peux vous dire que ça fonctionne. On combine ça en plus avec un petit hot pad et la personne, carrément, elle, dans son cas, elle a été capable de poursuivre la randonnée sans vraiment de problématiques. Donc, très, très important lorsqu'on a tous ces petits items-là. Ensuite, bon, premier soin. Dans mon cas, encore une fois, scellé sous vide, j'ai des gants, des bandages compressifs, des rouleaux de gaz, des compresses, bandages triangulaires, donc des items vraiment de base importants qu'il faut avoir. Ensuite, dans un petit ziploc, j'ai les autres petits items comme les pilules pour purifier l'eau, un petit gel pour le sucré pour le diabète, un petit, dans le fond, des pansements, les petits plasteurs, tampons désinfectants, des petites choses, des petits, je dirais, adhésifs pour les ampoules, un petit rouleau de diachylon. Puis après ça, j'ai aussi des petites pinces là, pour les tiques. Et une paire de ciseaux, parce que c'est clair que c'est une paire de ciseaux médicales, c'est vraiment important si vous avez besoin de couper un vêtement, parce qu'avec un couteau, c'est ça, commencer à essayer de couper une pièce de vêtement quand elle est encore sur la personne,
avec un couteau, et ça peut être quelque chose qui peut potentiellement être dangereux. Donc, avec un ciseau médical qui a le bout rond, le bout arrondi, ben, si on veut, ça va être beaucoup plus sécuritaire. Fait que les choses qu'on va venir mettre dans nos petits ziplocs, comme je le fais ici, vous voyez, c'est un réflexe, là, je viens automatiquement recéler toutes mes choses pour m'assurer qu'il n'y a pas d'eau ou d'humidité qui va rentrer à l'intérieur. Donc, voyez-vous, ça, je dirais, ça serait mes items sur lesquels, normalement, je ne vais pas, si on veut, lésiner. Ensuite, les items qui peuvent être un peu facultatifs. Bon, tantôt pour le feu, je vous parlais que j'avais du papier de toilette, que je pouvais allumer ça. Mais il y a des fois où ça peut être pratique. J'ai ça aussi dans une petite chose scellée sous vide. C'est des petits blocs d'allume-feu. Donc ça, normalement, c'est un espèce de petit bois compacté sur lequel il va y avoir de la paraffine et tout ça. Puis ça, donc, ça va s'allumer vraiment très, très rapidement. Même s'il y a du vent et tout, puis ça va dégager de la chaleur rapidement. Donc, c'est très pratique. Et l'autre chose, vous allez rire, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce truc-là. Ça ici, c'est de la mousse de sécheuse. La mousse de sécheuse, c'est extrêmement inflammable. Ça, si j'envoie avec mon petit flint là, des étincelles là-dessus, c'est sûr que ça pogne en feu. Donc ça, puis aussi que de la mousse de sécheuse, ça pèse rien. Vous mettez ça dans un petit sac scellé, vous gardez ça dans votre sac à dos, puis wow, c'est vraiment très pratique. Facultatif parce que j'ai d'autres choses que je peux me servir, mais ça, j'aime quand même bien l'avoir au cas où. Ensuite, je me traîne toujours un cordage, peut-être une trentaine de pieds, et pas très gros, mais très, très solide, très résistant. À la limite, je pourrais potentiellement tirer quelqu'un avec ça, descendre mon sac à dos, me fabriquer un abri avec ça. Donc, c'est très, très pratique. Le fameux petit coussin pour les fesses. Donc, si maintenant vous avez à attendre des secours, comme on dit en bon québécois, sur le banc de neige et tout ça, ou quand on arrête pour nos petites pauses en haut de la montagne, la plupart des gens ont ça. Donc, c'est pratique. Moi, ça, j'ai toujours ça avec moi et c'est très léger. Je me garde aussi, ça c'est vraiment de la compagnie Si Tout Summit, là. C'est hyper léger, là. C'est une petite serviette tout petite en microfibre. Donc justement, si je tombe à l'eau l'hiver pour m'essuyer rapidement, pour l'été, si je décide de prendre ça me tente de faire une petite baignade ou n'importe quoi, ben j'ai une petite serviette pour m'essuyer. Donc ça, je garde ça pas mal toujours avec moi. Si j'ai mis le pied dans l'eau avec mes bottes, ben je peux mettre ça à l'intérieur de mes bottes pour les éponger, absorber l'humidité. Ça sèche vraiment rapidement, très, très léger. Ensuite, ça aussi, je garde ça. Un petit kit de cuisine, je m'en sers d'ustensiles que je me sers vraiment sur une base régulière. Moi, j'amène surtout des fois, je vais m'amener là, un petit lunch en canne parce que bon, ça dure longtemps, puis une petite fameuse salade Rio Maré, puis je vais manger ça. Fait que donc j'ai une petite cuillère, une petite fourchette, puis une espèce de petit couteau intégré là-dessus. Donc c'est léger, même vous pouvez en avoir un en plastique, là, justement, acheter ça au Dollarama, puis vous l'avez tout le temps avec vous, vous le laissez tout le temps. Fait que ça peut être vraiment pratique. Moi, j'aime bien avoir ça. L'hiver, ce que je garde aussi toujours dans mon sac à dos, parce que moi, je fais beaucoup de montagne, c'est les fameuses lunettes de montagne, les fameuses lunettes de ski. Parce que quand ils vendent à 25-30 km/h puis qu'il fait moins 15, avec le facteur vent, ça va se refroidir. C'est vraiment pas le fun au niveau des yeux. Si un white-out, vous recevez la neige, la poudreuse dans les yeux, pas pratique. Et là, c'est là que vient important ce que je vous parlais tantôt au niveau ici de la cagoule, c'est que les lunettes, si on met ça par-dessus un cache-cou et qu'on respire, toutes nos lunettes viennent très souvent très embuées très rapidement. Avec ça, ce qui est le fun, c'est que votre respiration sort directement à l'extérieur, que ce soit par le nez ou par la bouche, va pas se dissiper à l'intérieur de votre cache-cou, de votre cagoule, pour venir embuer vos lunettes. Parce que ça, en montagne, l'hiver, quand vos lunettes sont embuées, c'est fini, ça give à l'intérieur, ça give à l'extérieur, et il n'y a plus rien à faire avec ça. Fait que ça, c'est vraiment important là, d'avoir, quand vous allez en montagne, une petite cagoule comme ça, pour pas avoir ce genre de problématique.
trucs-là. Ensuite, ben là, les deux gros items de luxe que moi je traîne et que à date, à 2-3 reprises, j'ai eu à me servir, je me suis acheté un petit matelas gonflable sur Internet qui m'a coûté 50-60$, qui fait le travail. Oui, ça a un certain poids, mais oui, je le traîne pareil parce que j'ai déjà eu à secourir des gens. J'ai gonflé le matelas, j'ai pu les mettre confortablement sur un matelas, protégé des éléments. Ça m'est arrivé en hiver, il était protégé de la neige puis du froid au sol. Puis en situation de survie, si ça vous arrive, puis que vous êtes capable de vous coucher sur un matelas comme ça qui va vous couper un peu du froid, des éléments, vous donner un certain niveau de confort en attendant les secours ou si vous avez besoin de passer la nuit en forêt, ça, moi, je le traîne avec moi. Et finalement, l'autre item de luxe qui a un certain poids aussi, dans le fond, ces deux items-là, ça va être les items les plus pesants que je vais avoir dans mon sac à dos. Ça aussi, j'ai eu à m'en servir. Dans le fond, ce que c'est ce qu'on appelle une toile d'urgence, une bâche, une emergency tarp qui appelle. C'est sûr que je pourrais avoir carrément juste une petite toile bleue de 10 par 10 que j'ai acheté au Canadian Tire, que j'ai roulé puis que j'attache à l'extérieur de mon sac à dos. Moi, je suis un petit peu plus maniaque, là. Ça, c'est pas compliqué. C'est vraiment une toile hyper résistante avec des anneaux vraiment renforcés à tous les coins. Les cordages viennent déjà avec et j'ai même une série de petits piquets d'aluminium ultra légers qui vient avec. Ça aussi, j'ai pris ça sur Internet. Ça coûte pas cher, mais j'ai eu à m'en servir à un moment donné pour faire un abri d'urgence pour quelqu'un que j'ai aidé. J'ai déjà enveloppé aussi une victime là-dedans pour faire une espèce, la fameuse technique du burrito pour l'hypothermie. Donc, vraiment, ça, c'est des items que moi, j'aime avoir dans mon sac à dos. Là, vous allez me dire, ben, tu mets ça dans quelle grosseur de sac à dos? Ben, moi, je vous dirais que l'été, je vais avoir peut-être plus un 20 quelques litres, parce que j'ai un sac à dos d'été et un sac à dos d'hiver. Lui, d'hiver est un petit peu plus grand, c'est un 30 litres, parce que souvent, il faut accrocher les raquettes, je traîne les crampons aussi avec ça. Les vêtements d'hiver sont plus gros. Mais maximum, là, entre l'été et l'hiver, mettons que vous dites j'en veux juste un sac à dos, prenez un 30 litres, c'est amplement suffisant. Puis tout ça, ça rentre dans toutes les petites pochettes et tout ça. Puis honnêtement, même avec tout ça, il me reste encore de la place. Même avec ma bouteille d'eau, il me reste de la place à mettre de la nourriture, il me resterait de la place à mettre d'autres vêtements et tout ça. Donc, c'est ça. Fait qu'on a fait le tour, je vous dirais, du sujet. Je vous ai montré ce que moi j'avais, tous les items. Il y a d'autres choses que vous pourriez mettre si vous voudriez, mais je vous dirais que si vous avez plus que moi, là, vous commencez à être craquer pas mal, là. Parce que j'ai rarement vu des gens qui ont autant d'équipement que moi. Il y a ma collègue de rando, Caro, une autre de mes amies, Audrey, qui est guide, qui va avoir des fois peut-être même plus d'équipement que moi. Mais je vous dirais que ça, là, on est vraiment du côté là, très prévoyant de la chose. Mais je pense que je vous ai montré que certains items minimales à avoir, vous n'êtes pas obligé d'aller nécessairement autant dans le luxe de peut-être que ce que moi j'ai ou d'avoir exactement tout. Mais je pense qu'on a fait le tour vraiment pour vous donner une bonne idée de ce que vous devriez avoir dans votre sac à dos. Si vous avez des conseils supplémentaires à me demander, vous pouvez nous écrire sur Passionné de rando en message privé. C'est moi qui réponds aux messages. Je vais pouvoir me faire plaisir de discuter avec vous plus en détail, de vous donner des conseils sur différentes pièces d'équipement où vous procurer certaines choses et tout. Ça, c'est vraiment pas problématique. Je peux vous aider avec ça. Donc, voilà. J'espère que vous êtes contents, que ça va avoir fait le tour, que ça va vous avoir aidé à mieux démarrer dans tout ça, puis améliorer votre sac à dos. Si
il comprenait déjà beaucoup de ces choses-là, ben félicitations. Ça veut dire que vous aviez vraiment bien compris la sécurité et tout ça. Vous avez besoin de suivre des cours de secourisme. Ben, il y a plein d'organisations qui en donnent. La Croix-Rouge, l'Ambulance Saint-Jean, Sirius Médical. Il y a plein de compagnies là, qui donnent des cours de secourisme en milieu éloigné. Donc, voilà, c'était Éric Laviolette pour Passionné de rando et c'était le podcast Jason Rando. Merci d'avoir écouté. N'hésitez pas à partager avec vos amis, à aller nous mettre des commentaires, à liker, à nous mettre des étoiles, tout ça, mais surtout à partager et à continuer de nous écouter. Bonne rando sécuritaire et bonne saison de rando 2026.